Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, qui a publié La tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie, chez Bucher-Chastel. Éric Gérard, le fondateur d'Ambition France, un mouvement de réflexion fondé en 2005 et également associé du gestionnaire de patrimoine OptiGestion. Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris-Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'industrie. On continue à observer des propositions très concrètes qui ont été imaginées par Ambition France et qu'Éric Gérard porte sur ce plateau aujourd'hui. Donc on a bien entendu les constats que vous faisiez juste avant la pause sur la taxation du capital, sur l'état des transactions immobilières, sur le montant total de l'épargne financière en France, sur le fait que l'impôt sur la fortune, c'est vrai, est peu courant en Europe aujourd'hui et les quelques réminiscences qui persistent sont généralement avec des taux d'imposition assez faibles. Et donc, vous nous disiez juste avant, Éric, l'important, si on décidait, parce qu'effectivement, on a quand même pas mal de forces politiques aujourd'hui à l'Assemblée qui sont favorables d'une manière ou d'une autre à ce que ces trois lettres symboliques reviennent dans le paysage budgétaire et fiscal. Donc, si on voulait aller vers quelque chose, il faudrait surtout faire très attention aux taux. C'est-à-dire. Oui. Alors, je me tire un peu une balle dans le pied, mes clients vont me détester. J'étais surpris quand j'ai lu la proposition. Absolument. Je me suis dit, tiens, c'est pas le Éric Gérard que je connaissais. Donc, c'est pour ça que cette proposition, elle forme un tout. Évidemment, si vous retenez que la première jambe et vous oubliez la seconde, ça va pas le faire. Donc, l'idée est la suivante, c'est de dire, puisqu'il y a une force majoritaire qui souhaite tous le retour de l'ISF, donc sur les actifs financiers, non pas immobiliers, puisqu'il y a une force très importante qui dit l'impôt sur la fortune immobilière est trop élevé et on va le baisser, chiche. Eh ben, je dis, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire toujours comme les Suisses? Excusez-moi Dany de toujours citer mes Suisses, mais ils ont quand même des fondamentaux extraordinaires en économie. En fait, pourquoi ne pas aller vers un taux moyen? C'est-à-dire, on remet de l'ISF, oui, mais un taux de 0,5, pas 1,5 comme avant, et surtout pas 3 comme certains le proposent, parce que là, c'est totalement confiscatoire. Sans inclure donc, l'outil. On remet notre taux à 0,5, c'est quand même beaucoup, 0,5. Du coup, l'IFI, pour relancer les transactions, ce que je disais tout à l'heure, on va le baisser de 1,5 à 0,5 également. L'ISF, c'est pour faire un compromis entre ces forces en présence, on remet de l'ISF à 0,5, donc on passe le taux moyen à 0,5. Et on est avec ça dans la moyenne des pays de l'Europe qui ont encore de l'ISF et qui sont sur des taux réduits. J'ai les chiffres, si ça vous intéresse, je pourrais vous les donner. Oui, vous Suisse entre 0,1 et 1, Norvège 0,85, Belgique 0,15, Italie 0,76, Pays-Bas 1,2 que sur une base restreinte. Voilà. Donc, et puis, je vous rappelle, Suède, Allemagne, Autriche, eux ont supprimé l'ISF. Bon, on a deux pays qui sont des cas, qui sont la France et l'Espagne. La France avec son IFI à 1,5, qui est beaucoup trop, et l'ISF, et l'Espagne qui a mis un ISF, tenez-vous bien, entre 0,2 et 3,5. 3,5. Bon, alors, je peux réagir à ça? Oui. Ça, c'est la première proposition. Moi aussi, j'ai plein de trucs à dire. Bon, alors, on va rester sur celle-là déjà, Éric, et puis vous gardez la deuxième. Ouais. Mais on est vraiment sur... Et attendez, juste pour conclure, oui. L'objectif, Dany, c'est d'éviter de faire partir ce que j'appelle les patrimoines intermédiaires. Ouais. Mais les patrimoines intermédiaires. Et donc évidemment, Nicolas, il faudra conserver vous savez, le fameux dispositif ISF-PME pour flécher l'investissement vers les petites et moyennes entreprises si on remettait de l'ISF. L'ISF-PME était effectivement attaché à l'ancien ISF, ça permettait de drainer une partie de son impôt vers le financement des PME. Ouais. À l'époque, ça faisait 1 milliard de financement des PME quand même, c'était pas négligeable. Ouais. Bon, une proposition concrète. Et il a utilisé, Éric, il a raison, le terme de compromis. Et il va falloir des compromis. Oui, non, Qu'en pensez-vous, Dany et Olivier Babot? Moi, j'ai toujours défendu, j'étais contre la suppression de l'ISF, pas pour des raisons... franchement, l'ISF, c'était pas un impôt qui avait un haut rendement, c'était de l'ordre de 4 milliards. C'était pas non 4 à 5 à la fin. 4 à 5 milliards, c'est pas un impôt à haut rendement, mais pour le symbole, c'est quand même important de savoir que les grandes fortunes payent un impôt. Aujourd'hui, on a l'impôt sur la fortune immobilière. Vous citiez... un pourcentage moyen. Or, il faut rappeler que l'IFI, c'est un impôt qui est extrêmement progressif et j'en suis désolé, dont les barèmes sont quand même assez ridicules. Donc, pour moi, remettre l'ISF pour le symbole, c'est important.
À mon avis, la discussion sur le montant, ça va être de la responsabilité des députés. Je pense qu'il n'y a pas de montant optimal pour ça. Et il me paraît beaucoup plus important de réfléchir à une plus grande progressivité de la taxation du capital, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai entendu. J'ai d'ailleurs un auditeur ou deux qui trouve que c'est une piste à creuser, l'histoire de la progressivité. De toute façon, moi, je serais favorable à ce qu'on ait plus de tranches d'impôt sur le revenu et à ce qu'on envoie un message, comme l'a fait à l'époque le président Roosevelt, à ceux qui payent beaucoup d'impôts sur le revenu. Vous mettez l'argent dans l'appareil productif, dont les PME. C'est pour ça que le fléchage des 1 milliard, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense qu'il faut aller plus loin. Vous mettez l'argent dans les PME, vous payez moins. Vous conservez vos actifs dans des actifs boursiers qui sont toxiques, vous payez beaucoup. J'ai compris votre position. Olivier Babot. Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, c'est quand même marrant quand on fait un débat sur ce dont on a besoin pour la France, on arrive toujours à la fin à taxer les riches. J'ai envie de vous dire que depuis 36 minutes, je pense que ceux qui nous écoutent désespèrent que d'un début de semaine où on parle que d'impôts, ou largement d'impôts. C'est en dehors de l'échelle. On doit trouver 110 milliards d'ici les 7 prochaines années. Et l'IFI, par exemple, c'est effectivement 5 milliards. L'ISF, c'était 5 milliards. L'IFI, c'est entre 2 et 2,5, si je ne me trompe pas. Oui, c'est 2,5. C'est-à-dire qu'en fait, sauf une explosion totalement délirante, mais que certains souhaitent, mais de l'imposition, en fait, c'est pas les riches qui nous sauveront. Et pour moi, c'est toujours le débat sur l'oncle d'Amérique qui va venir pour sauver le problème. Après, il y a des symboles. Dany a utilisé Benjamin Correa, qui est quand même intellectuellement assez proche de Dany Lang, m'a dit un jour sur ce plateau, Benjamin Correa, qui pourtant a des positions très sociales qu'il défend avec force. Il m'a dit j'admets, Nicolas, que l'ISF n'est pas la solution. Non, ne sera jamais la solution. Personne ne dit que c'est la solution. C'est une première chose. Mais il disait on parle de symbole et on cherche des vraies solutions. Bon, ok, on est en France. On est en France. Il disait qu'on avait besoin du symbole. Attention, exemptons l'outil de travail parce que c'est un truc fondamental à dire. C'est-à-dire que si tu mets là-dedans les gars qui ont des startups, tout le monde est mort. C'est-à-dire que la startup, tu la vends à l'étranger dès que tu dois payer. Donc ça, c'est quand même un gros point. Et je crois que dans le programme NFP, ça incluait l'outil de travail. C'est un Chez point NFP, ils incluaient. Oui. Même François Mitterrand n'était pas allé jusqu'à introduire l'outil de travail. Tu regardes les conséquences tout de suite et on perd toutes les pauvres boîtes qu'on arrive à créer. Non, c'est juste faire une parenthèse. Je n'ai pas entendu une seule fois un journaliste poser la question à un certain parti qui propose, si j'ai bien tout compris, de retirer tout au-dessus de 12 millions dans les successions. Vous vous souvenez de ça ? Oui. Alors on se dit, 12 millions c'est monstrueux, oui c'est normal, on prend tout. Ok. Moi, si j'avais été journaliste économique, j'aurais posé la question à ces représentants-là en disant, mais est-ce que vous êtes pour les groupes familiaux ? Alors la personne m'aurait dit, oui, bien sûr, je suis pour les groupes familiaux. Non, monsieur, vous n'êtes pas pour les groupes familiaux. Mais pourquoi ? Parce que si vous prenez tout au-dessus de 12 millions, au bout d'une génération, les groupes familiaux qui représentent, Nicolas, 20% de l'emploi en France. C'est 20% de l'emploi, les groupes 20% de l'emploi en France. Donc tous les groupes, vous les connaissez, LVMH, Hermès, Auchan, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, personne n'aura dit, mais alors, si vous faites ça au bout d'une génération, il n'y a plus de groupes familiaux. Oui, voilà. Mais donc je ferme la parenthèse. Mais c'est pour vous montrer à quel point cette logique de dire je veux taxer. En fait, on a le choix entre deux modèles. Et je vous jure, vous posez la question à certains représentants que je ne cite pas. Vous dites voilà, vous avez le choix entre deux modèles. Premier modèle, vous avez encore des riches, Dany, oui, et il y a moins de pauvres. Parce que l'objectif, c'est qu'il y ait moins de pauvres. Il faut augmenter les salaires nets. On en a parlé en début d'émission. Premier modèle. Deuxième modèle. Il n'y a plus de riches et il y a plus de pauvres. Oh non, monsieur. Non, mais je vous assure, c'est caricatural ce que je dis. Mais je crois qu'il y a des gens qui préféreront peut-être le deuxième modèle. Non, il me restait deux points. Alors, Olivier, on n'est pas d'accord. On ne va pas réagir à l'héritage. J'ai une mauvaise note en écho, là. Non, d'autant plus que l'héritage, personnellement, moi j'ai toujours défendu une plus grande progressivité, une progressivité beaucoup plus forte. Oui, mais au-delà d'un certain niveau, je prends tout, je suis désolé. Enfin, c'était le cas en France sous le général
dernière à De Gaulle, 87,5. Hein, donc voilà. Donc, oui, mais les autres impôts n'étaient pas au même niveau. Alors, Olivier Babot, on en était sur un ISF d'après la proposition d'Ambition France avec un 0,5 taux max et 0,5 taux max en IFI. J'ai deux dernières remarques. La première, c'est OK, l'ISF IFI, il faut revaloriser les seuils. Parce que quand même, la grosse blague, c'est qu'avec de l'inflation, on ne revalorise pas les seuils. Ouais, ça, c'est juste. 1,3 million, par exemple, pour l'immobilier aujourd'hui, enfin, je veux dire, n'importe qui a un appart à Paris, je suis désolé, tu tombes dedans, en fait, très rapidement. Alors, bien sûr, il y a une décote pour la résidence principale, mais le fait de ne pas revaloriser les seuils, ça fait que vous allez faire tomber les gens de plus en plus dans la fortune, qui n'est pas vraiment une fortune. Et je suis désolé, ça, c'est pas... troisième mesure. Et la dernière chose, c'est que on a l'impression en France que les riches sont pas déjà taxés. Enfin, on a donné quelques chiffres. En réalité, sur la plupart des impôts, on est quand même déjà beaucoup au taquet supérieur par rapport à tous nos voisins, en particulier sur les transmissions. Je veux dire, il suffit de franchir la frontière pour avoir tout d'un coup des transmissions qui sont quasiment à zéro, si ce n'est même d'ailleurs à zéro. Je ne parle pas de la TVA, de l'IR, de l'IS. On a la troisième proposition pour ça. Donc, en fait, on est déjà extrêmement élevé. Je veux dire, les riches payent déjà. Arrêtons de penser que le levier fiscal est une solution à notre problème. Je pense que ça nous empêche, ça prend du temps, ça prend de la bande passante intellectuelle pour essayer de penser aux vrais problèmes qui sont le déséquilibre de l'État et de régime de protection sociale. Voilà. Là, on a un sujet. Alors, on parlait effectivement de la photographie de l'impôt sur le revenu, j'en parlais en introduction. Ça nous rappelle que 10% des ménages les plus riches en France versent à eux seuls 3/4 de la recette d'hier. Un an de recette d'hier, c'est 85 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'il y a 4,1 millions de ménages qui versent 69 milliards d'euros. L'IR est devenu marginal dans les recettes de l'État et c'est un problème. Je ça suis d'accord. Il l'a toujours été. Redevenir un impôt beaucoup plus progressif, avec beaucoup plus de tranches. Et si vous ne voulez pas payer la tranche supérieure, vous êtes obligé. Non, vous êtes obligé d'investir dans l'appareil productif, comme ça a longtemps été fait, notamment aux États-Unis, qui n'était pas un pays du bloc soviétique à ma connaissance. Là où je ne vous suis pas, Dany Lang, c'est que vous dites qu'il faudrait plus de tranches, plus de progressivité. Il y a de la progressivité dans l'impôt sur le revenu. Oui, mais qui s'arrête à 47. Et la minorité qui paye le plus, elle paye beaucoup. Oui, cette minorité. Mais quand vous avez 4,1 millions de foyers qui payent 69 milliards de recettes d'hier sur une année, je sais quand même, on ne peut pas dire... Regardez les travaux de Zuckman et de Piketty, il n'est pas normal que les gens des classes moyennes et des classes inférieures payent plus en proportion de leurs revenus que les gens qui sont tout en haut, les 0,1%. Je suis désolé, je suis en désaccord complet avec ça. Il y a le 0,1 dont on parlait vendredi. Allez-y, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, donc pour mettre les pieds dans le plat, j'ai une troisième proposition à faire. Donc, on se souvient, OK pour remettre un petit peu d'ISF à 0,5, mais on baisse l'IFI à 0,5, donc on met tout à 0,5. Et notre troisième proposition, en fait, elle est destinée à créer des emplois et à aider les jeunes entreprises. Comment? On ne va pas toucher aux droits de succession qui sont, on le sait, confiscatoires. Olivier le sait très bien, 45, 60, confiscatoires, je pèse mes mots. On va, en revanche, proposer de passer les droits de donation entre grands-parents et parents, entre grands-parents et petits-enfants à 0%, selon une franchise à négocier, dans le cadre d'une recherche de compromis. C'est ce qu'ont fait les Suisses, les Italiens, etc. Alors l'intérêt de faire ça, c'est qu'aujourd'hui, moi je le vois bien, on a des grands-parents qui ont des comptes figés. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Et vous savez que maintenant, entre guillemets, on hérite, c'est le syndrome du prince Charles, à 70 ans. Alors quand vous héritez à 70 ans, vous ne créez plus de boîte, vous ne créez pas d'emploi. Donc si vous aidez à transférer l'argent des grands-parents par des droits de donation à 0% vers les petits-enfants ou vers les enfants, ces fameux 6 milliards qui sont figés, 6 000 milliards, 6 000 milliards vont circuler. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes vont pouvoir créer leurs entreprises et créer de l'emploi. Ça veut dire que les parents vont pouvoir rembourser leurs emprunts et continuer à consommer. Donc c'est très vertueux. Je vous assure que ça, Dany, je le vois, il est en train de devenir rouge, oui. mais ces droits de donation
passer à 0% selon une franchise à négocier. Mais c'est quoi selon une franchise Ça veut dire qu'on peut dire qu'on s'arrête à 500 000 euros par bénéficiaire. Voilà, le plafond, ça, c'est une négociation à faire, ou 1 million. D'accord. Les Italiens, c'est... Alors, on fait réagir. Parce que Eric, je voudrais quand même rappeler. Et donc, ça circule. Ça circule, Dany. Vous prétendez diriger un think tank libéral, mais les libéraux étaient pour la taxation intégrale de l'héritage pour un certain nombre d'entre eux. Pourquoi ? Parce que où est le mérite dans votre système ? Il n'y a pas de mérite, on hérite, et les gens qui ne sont pas, qui ne viennent pas, et c'est mon cas de famille comme ça, on n'accède jamais, on monte jamais dans l'échelle sociale. Donc aujourd'hui, on a déjà un problème où il vaut mieux hériter que mériter. Donc vous voulez encore aggraver la situation. Moi, je suis désolé. Je pense que l'égalité des chances, c'est important. Donc c'est important. Et puis par ailleurs, quand vous parliez des franchises familiales, il y en a où ça se passe bien, mais enfin souvent les franchises familiales, c'est les enfants, les petits enfants qui bénéficient sans vraiment les entreprises familiales, vous voulez dire ? Oui, les entreprises. Oui. Ça marche pas toujours du feu de Dieu. Pas que les passions ça marche pas toujours du feu de Dieu. Et je vois pas pourquoi. C'est pas quelqu'un qui en veut, qui travaille dur, qui reprendrait l'entreprise plutôt que des enfants qui finalement n'ont pas forcément le sens des réalités du fondateur. Je comprends bien. Je parle pas que de la franchise familiale. Je parle de petites donations ou de donations des grands-parents vers les petits enfants. Oui, mais là qui ont envie de créer leur boîte. Donc on continue. Aujourd'hui, on a un vrai problème de perpétuation des inégalités. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur, qui font partie des classes moyennes, qui ne peuvent même plus accéder à la propriété. Donc vous proposez d'aggraver encore la situation. Donc je suis en désaccord total. Dany, je suis totalement opposé à ce que vous dites. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai un club de 250 entrepreneurs. Je fais partie du mouvement Croissance Plus. Ils sont 500 entrepreneurs. Tous, la plupart, sont partis de rien, ont créé leur boîte et ont créé de la richesse et de la valeur. Et ils l'ont créé en France. Et ils restent en France. Donc, continuez comme ça. Mettez de l'ISF à 3%, continuez comme ça, empêchez que l'argent circule, continuez comme ça, mettez de l'IFI qui empêche les transactions immobilières, parce que c'est ce à quoi on assiste en ce moment. Tout est gelé, tout est figé. Les gens, pour des raisons de frottement fiscal, ne veulent plus vendre parce que c'est trop... Eh bien, vous savez ce qui va se passer, c'est que tous nos jeunes, ils vont aller créer leur boîte en zone euro, ailleurs, parce que en zone euro, c'est plus favorable qu'en France. Mais ça, c'est une question de compromis, de bonne intelligence. Est-ce que les gens fortunés doivent payer des impôts ? Oui. Dans quel taux ? C'est justement ça. Certains sont pour 80%, d'autres sont pour 50%, d'autres pour 35%. Choisissez. Choisissez votre taux, messieurs les élus. Je vous rappelle que dans le programme NFP, il était prévu une 14e tranche d'hier avec un marginal à 90%. Oui. Et d'ailleurs, Emmanuel Saez, avec son co-auteur, je ne sais plus comment il s'appelle, ce bouquin de 2021, disait qu'objectivement, à 90%, le fameux effet Laffer était à l'évidence vérifié. L'effet Laffer n'existe pas. Oui, enfin, non, mais bon, on va. Quand on a fait la pause, toute la littérature économique, ça n'existe pas. Après, c'est une question politique. Effectivement, 90%, si c'est fait comme sous Roosevelt, en disant si vous investissez pas dans l'appareil productif, on vous prend 90%, c'est normal. Si c'est juste 90% pour faire 90%, c'est quelque chose de très différent. Olivier, par rapport à ce que vient de dire Eric. C'est une affaire compliquée, surtout pour un libéral, cette affaire, parce que c'est un choix philosophique et en effet, il y a plusieurs écoles. Tu peux être un libéral expliquant qu'effectivement, il faudrait avec une version maximaliste du mérite, que tout reparte à zéro. Je signale que les expériences historiques ont montré qu'en fait, malheureusement, la vraie transmission, c'est pas la transmission financière, c'est la transmission culturelle, et ça, vous l'arrêtez pas, sauf à totalement détruire le lien entre enfants et parents, ce qui a été tenté. En Chine, par exemple, on a remarqué que les familles dominantes, avant et après la Révolution, étaient les mêmes. Ça veut dire qu'il y a eu un grand reset complet, en fait, en termes financiers, mais en fait, les familles qui dominent aujourd'hui le parti, c'est les familles qui étaient dominantes avant dans l'Empire, en gros. Ça veut dire qu'en fait, la transmission, en fait, quoi qu'il arrive, la plus fondamentale, c'est pas l'argent. Donc déjà, on loupe le but. La deuxième chose, c'est que je trouve que, moi, dans cette vision philosophique, j'ai plutôt tendance, j'hésite un peu, mais je suis tendance à dire, c'est la préservation du droit de propriété. Ça, les libéraux y tiennent beaucoup. Vous avez travaillé toute votre vie, vous avez mis de côté, au bout d'un moment et très rapidement, vous ne travaillez pas pour vous. Vous travaillez pour vos enfants. En fait, vous savez qu'on travaillerait très peu si on travaillait que pour nous. Parce que très rapidement, on mange 3 fois par jour, puis c'est tout. On a une durée de vie qui est limitée. En fait, on s'arrêterait de bosser et il y aurait une perte pour l'intégralité de la société. Au bout d'un moment, tu travailles aussi
pour les autres. Et quand tu as été taxé à tous les moments sur les revenus, mais aussi sur la détention pendant ta vie, puisqu'on a des... Il faut toujours rappeler, il y a les deux choses. Il y a les flux et le stock. Et nous, on est taxé en France sur les deux. Que tu puisses passer à moindre coût, surtout dans les autres pays où c'est quasiment à coût nul, à tes enfants ce que tu as gagné, je trouve que philosophiquement, c'est pas choquant, mais je comprends qu'on puisse tout à fait avoir une autre vision expliquant que c'est une cause d'inégalité. Voilà. Oui, et je rajouterais vous parlez, moi, il y a toujours une confusion dans ce débat. Ceux dont vous parlez, c'est les petits entrepreneurs, etc. Ouais. Ok, c'est pas eux qui payeraient l'ISF, c'est pas eux qui sont les hauts patrimoines, c'est pas eux qui sont visés par les... Franchement, prenez les grandes fortunes françaises, prenez le challenge. Quelle est la seule grande fortune française qui n'est pas un héritier ? Il y a beaucoup de nouvelles fortunes. Non, c'est Xavier Niel. Non, il y a beaucoup de nouvelles fortunes. Non, dans les 500, vous avez des héritiers. J'ai pas la liste des 500, mais il n'y a pas que des héritiers. C'est des héritiers. C'est des héritiers. Eric. Donc, est-ce qu'on veut avoir une dynastie de gens qui continuent d'être en haut de la société et empêcher les autres d'accéder? Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Et à ce moment-là, Renaud, par exemple, c'est pas un héritier. Hein. Il avait une boîte son père avait une boîte de BTP tout à fait petite. C'est pas un héritier. Par exemple, c'est pas un héritier. C'est une fortune construite. C'est une fortune construite. C'est leur premier exemple. Ce qui est important, Dany, si je peux me permettre, parce que c'est Dany qui va essayer de convaincre, c'est qu'en fait, c'est le comportement. Je vous jure, sur les 750 entrepreneurs que je connais un peu, voire très bien, de Croissance Plus ou d'Ambition France, je pense, mais je vous donnerai à l'occasion mais la plus grande majorité ont créé from scratch et n'avaient pas de capitaux familiaux au départ. Et c'est cela qu'il faut encourager, Dany. Parce que si vous leur envoyez des signaux de toutes parts en disant « Oh là là, si vous réussissez, ça va être ça, on va vous mettre un ISF à 3%, on va vous mettre des trucs, et puis les droits de succession vont être encore relevés. » Mais mettez-vous à la place de ce jeune... Dany, vous pensez qu'il va créer sa boîte en France ? Moi, j'aurais aimé payer des droits de succession. Ayant eu un héritage trop faible, j'en ai pas payé. Et franchement, je vous dis, j'ai été déçu. Je trouve pas normal. Mais on a déjà les droits de succession les plus élevés d'Europe. Non, mais arrêtez. Allez-y, donnez-moi un pays qui taxe plus que 45 et 60%. C'est pas assez progressif et vous prenez un taux moyen. Vous ne tenez pas compte de la progressivité. Je parle des mais c'est vraiment un sujet que je pense bien connaître. On taxe aujourd'hui, les droits de succession sont à 45 et 60% en indirect. On a les droits les plus élevés d'Europe, donc voire de la planète. Je vous le dis. Réfléchissez au jeune entrepreneur qui veut créer sa boîte. Il se dit où est-ce que je la crée ? Est-ce que je la crée en Italie ou en France ? Bon, j'ai un auditeur qui s'appelle Alexis qui me dit les fruits de l'héritage ont déjà été taxés durant la revenu plus détention. Ouais. Oui, mais il va falloir trouver le compromis. Hein. Oui. En tout cas, une fois de plus. Moi, j'ai pas dit que l'ISF c'était un impôt extraordinaire qui allait tout résoudre. Hein. Personne ne le pense. C'est pour le symbole. Par contre, la progressivité aujourd'hui est devenue plus que nécessaire et impérative. Parce que si on coupe encore dans les dépenses publiques, premièrement, ça va avoir un effet récessif qu'on commence à voir. Je vous signale qu'il y a un indicateur dont on parle pas beaucoup, mais les taux d'utilisation en France ils sont autour de 81%. Taux d'utilisation des capacités de production autour de 81%. C'est pas mauvais, mais enfin, quand ça va bien, on est plutôt à 85, 86. Ouais, on est plutôt à 84, 85. Il y a une nécessité de mener une politique expansionniste. Ça passe par les baisses des taux et c'est la principale cause. Désolé, mais moi aussi je connais des entrepreneurs, mais tous les agents immobiliers auxquels je parle, tous les entrepreneurs dans l'immobilier, tous les gens qui fabriquent du verre, etc., me disent c'est les taux. C'est les taux d'intérêt. Les taux ont été un phénomène accélérateur, c'est certain. Ils ont été... attendez, il y a 3-4 ans, on avait à peu près la même fiscalité et ça marchait bien. Donc la hausse des taux, elle a tout simplement tué le marché immobilier. Je suis d'accord que c'est... Donc, c'est l'arbitre clair aujourd'hui du marché. Il faut baisser les taux et je suis désolé, ça va déplaire, mais il faut une politique budgétaire expansionniste. De toute façon, là, l'école, on n'a plus les moyens. La politique l'école, l'hôpital, l'université sont exempts. Ils sont dans un état désastreux. Bon. Si on continue comme ça, on va dans le mur. On ne peut plus faire de la politique budgétaire expansionniste. Ah bon alors on va en récession. Le problème, c'est qu'effectivement, si vous tapez dans la dépense, vous avez un effet récessif. Oui. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est la raison pour laquelle
le CAE nous indique que sur les 110 milliards qu'évoquait Olivier Babot, qu'il va falloir dégager d'une manière ou d'une autre en 7 ans, ce qui est le contraire de la politique budgétaire expansionniste, compte tenu de la nécessité d'aller très vite avec des montants très importants, eh bien effectivement, on ne pourra pas tout faire avec la dépense et il y aura certainement des mesures à des critères de Bruxelles qui sont totalement arbitraires. Totalement arbitraires, qui n'ont pas de fondement scientifique. On ne va pas rouvrir le débat sur le pacte de stabilité. Oui. Il est là, on a ratifié. Il est là, mais il est idiot. Il est idiot. Il est idiot. Il a pourtant progressé. Il est peut-être un peu moins idiot dans sa nouvelle version que son ancienne version. Je suis absolument pas convaincu. Il regarde quand même les situations pays par pays avec la notion de soutenabilité de la dette pour essayer d'adapter le calendrier de retour à meilleure fortune. Je n'ai vu nulle part le vrai critère de soutenabilité, c'est-à-dire le taux d'intérêt réel par rapport au taux de croissance. Je ne l'ai vu nulle part. C'est la vraie question. D'accord, c'est le juge de paix de la soutenabilité de la dette. Oui. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas inscrit dans le pacte de stabilité de croissance. Oui, mais il est dans le pacte de stabilité et de croissance, vous êtes 3%. Ça n'a rien à voir. Il reste une minute 38, on ne va pas faire un débat sur le pacte de stabilité. En tout cas, on avait dit qu'on parlerait des taux d'intérêt. Moi, je pense qu'il est urgent de les baisser, pas de les ramener à zéro, parce que le zéro, ça a posé des problèmes de stabilité financière. Mais de les baisser autour de 2%, parce que la conjoncture n'est pas bonne. Elle n'est vraiment pas bonne. Et la raison du ralentissement de l'immobilier, j'en suis désolé, vous parlez aux professionnels du secteur, il y a quasi unanimité, c'est la hausse des taux. Vous êtes tous, on n'a pas le temps d'ouvrir les propos de Marie-Lise Long, vous êtes tous d'accord sur l'idée qu'il faut... Et un peu la fiscalité, mon cher Denis. Non, parce qu'on avait la même fiscalité. Je vous assure que l'IFI a un mauvais rôle dans les transactions. Moi, j'étais favorable à ce qu'on laisse l'ISF, donc l'IFI... ce qui est certain... L'IFI, il faut baisser l'IFI. Ce qui est certain, c'est que la première vache à lait de Bercy, c'est clairement les propriétaires. C'est la 4e, si on met toute la fiscalité qui entoure la pierre, c'est la 4e recette fiscale, derrière la CSG, derrière la TVA et derrière les cotisations. Si vous baissez l'IFI, vous relancerez les transactions. On a 30 secondes, Olivier, la baisse des taux, vous pensez que c'est vraiment le Graal de l'automne ? Disons que c'est une des rares bonnes nouvelles qu'on attend. C'est-à-dire que vraiment, on attend cette baisse des taux. Elle va faire beaucoup de bien. Alors, pas seulement l'immobilier, parce que ça pourrait débloquer des choses, mais de façon générale, ça pourrait quand même être... D'ailleurs, on l'attend tous, on ne comprendrait pas que ça n'arrive pas, en vérité. Je pense que là, la vraie question, c'est de combien de points. Combien et combien de fois. Combien de fois. Voilà, combien de fois. Mais très probablement, c'est quoi ? C'est dans une semaine, réunion de la BCE la semaine prochaine, je crois. Bon, merci Éric Gérard pour les propositions d'Ambition France. Merci. C'est important de participer au débat d'idées et de pas toujours être là à se plaindre. Ceux qui arrivent avec des propositions et des débats en tout cas pour trouver des solutions et des compromis, ils méritent d'être entendus. Merci Dany Lang et Olivier Babot. On se retrouve demain à 9h. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.